sur deux cas où l'ellipsoïde de déformation et l'ellipsoïde de contrainte devient ou bien implique un ellipsoïde de révolution. Donc, concernant, en fonction des ellipsoïdes de déformation, on a dit qu'il y a deux cas. Donc, lorsque x il est supérieur à y, y est égal à z, donc ça veut dire que y il est proche de z. Donc, autrement dit, donc il y a un étirement selon x et un raccourcissement, donc excusez-moi, donc équidirectionnel, donc selon y et z. Et on a dit que dans ce cas-là, donc on appelle l'ellipsoïde un ellipsoïde de déformation de révolution autour de x vertical. Donc on a dit que l'ellipsoïde prend la forme d'un cigare et cette situation donc correspond à un étirement ou bien un allongement selon x. On dit que on a une déformation par constriction. Donc ça veut dire on raccourcit avec y et z et on étire avec x, comme vous voyez donc sur le schéma. Donc qui est le schéma qui est à droite, donc le schéma A. Et le deuxième cas, lorsque dans ce cas-là, y il est proche de x, donc ça veut dire que x est égal à y supérieur à z. Donc ça veut dire qu'il y a un étirement équidirectionnel selon x et y, et il y a un raccourcissement donc selon z. On a dit on a donné donc l'exemple d'une crêpe, parce qu'on a dit que l'ellipsoïde a la forme d'une crêpe. Donc on dit qu'il y a un écrasement ou bien un tassement selon z, et dans ce cas-là, on dit qu'il y a des formations par aplatissement. Et dans ce cas-là, on dit que l'ellipsoïde est un ellipsoïde de déformation, de révolution autour de z, qui est cette fois-ci verticale. Et on a dit que donc à partir des ellipsoïdes de déformation, on peut reconstituer les ellipsoïdes de contrainte. Donc en sachant que la déformation il est coaxiale, donc ça veut dire non rotationnel, il n'y a pas rotation. Donc, toujours, on a x parallèle à sigma 3 et z parallèle à sigma 1 et y parallèle à sigma 2. Donc, pour le premier cas où x est supérieur à y est égal à z, on a dit que l'équivalent en fonction des ellipsoïdes de contrainte, donc c'est sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3. Et on a dit que dans ce cas-là, on dit que l'ellipsoïde est un ellipsoïde de contrainte de révolution autour de sigma 3 vertical. Le deuxième cas où x est égal à y supérieur à z, donc l'équivalent en fonction des ellipsoïdes de contrainte, donc c'est sigma 1 supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3. Et on dit que l'ellipsoïde est un ellipsoïde de contrainte de révolution autour de sigma 1 vertical. Alors maintenant, donc on va aborder donc la classification des ellipsoïdes de déformation. Alors, donc cette classification donc se base donc sur donc un paramètre qui s'appelle un paramètre de Flynn, et le diagramme que vous avez, donc c'est un diagramme de Flynn, donc qui montre donc trois domaines de déformation. Donc ça veut dire il y a deux axes, donc l'axe des abscisses où on représente y sur z, et l'axe des ordonnées où il y a A est égal à X sur Y. Donc, ça veut dire qu'on représente l'axe X sur l'axe Y. Et bien sûr, donc il y a une droite qui passe par le point O donc, du diagramme. Et donc, cette droite divise donc le diagramme en deux parties. Et donc, sur chaque partie,
donc il y a un mécanisme qui est dominant. Donc, ça veut dire soit la déformation, par exemple, le domaine qui est à gauche, donc c'est un domaine où la déformation il est par constriction, et le domaine qui est à droite, donc c'est le domaine de la déformation par aplatissement. Et le domaine où il passe la droite, donc c'est un domaine où la déformation est plane. Mais comment on détermine si ces trois domaines? Donc ces trois domaines, on les détermine en fonction des paramètres K. Donc le paramètre de Flynn qui est égal x sur y moins 1 divisé par y sur z moins 1. Donc il faut développer donc la relation et ensuite on va remplacer donc les valeurs des 3x, x, y et z et on va obtenir donc trois valeurs. On va obtenir que il y a un cas où le paramètre de Flynn k est égal à 0, il y a un cas où le paramètre de Flynn est égal à 1 et il y a donc le troisième cas où le paramètre de Flynn donc tend vers l'infini. Et à partir donc de ces donc lorsque le paramètre de Flynn est égal à 0, donc on dit que c'est le domaine de la déformation par aplatissement. Donc ça veut dire c'est le domaine qui est à droite, en bas. Et lorsque k est égal à 1, donc on dit que la déformation est plane. Et lorsque k tend vers l'infini, donc ça veut dire le domaine qui est à gauche, en haut, donc on dit que c'est le domaine de la déformation par constriction. Maintenant, donc on va regarder donc d'où vient-il donc les valeurs k est égal à 0, k est égal à 1 et k est égal à l'infini ou bien tend vers l'infini. Donc il faut juste remplacer. Par exemple, en bas, donc le domaine où il y a déformation par aplatissement, donc c'est les marqué en anglais, donc field of flattening. Alors, donc dans quel cas, les deux cas qu'on a regardés, donc dans quel cas où la déformation il est par aplatissement. Donc on a regardé ça donc dans le cas où x est égal à y supérieur à z. Donc, x est égal à y supérieur à z. Donc il faut remplacer x par y ou bien y par x dans la relation donc, des paramètres de Flynn. Donc vous obtiendrez une valeur de 0. Donc c'est pour cela, lorsque k est égal à 0, on dit que c'est le domaine par la déformation, c'est le domaine de la déformation par aplatissement. Donc, je ne sais pas, donc il faut développer donc le paramètre de Flynn en même temps et remplacer dans le premier cas donc, où la déformation par aplatissement, vous savez donc dans quelles conditions la déformation elle est par aplatissement. Donc ça veut dire c'est dans le cas où x est égal à y supérieur à z. Donc les deux cas extrêmes qu'on a vu donc tout à l'heure. Donc on a vu que lorsque x il est supérieur à y et y est égal à z, donc on a dit que dans ce cas-là, la déformation il est par constriction. Et lorsque x est égal à y supérieur à z, donc on a dit que c'est la déformation il est par aplatissement. Et donc, on a dans le domaine où la déformation est par aplatissement, donc on va remplacer x par y dans le paramètre de Flynn et on va obtenir donc une valeur de 0. Donc, ça confirme que c'est bien donc le domaine de la déformation par aplatissement. Donc, sur la droite, où k est égal à 0, où la déformation il est plane, donc il faut juste que dans ce cas-là, donc x il est 2 fois y, donc ça veut dire x est égal à 2y, donc x il est 2 fois, donc ça veut dire la longueur de x il est 2 fois y, et la longueur de y il est 2 fois z, donc ça veut dire x est égal à 2y et y est égal à 2z.
Donc, il faut remplacer donc x par de y et y par de z. Donc, vous obtenez donc une valeur de 1. Donc, on dit que la déformation, elle est plane. Et dans l'autre cas, donc ça veut dire dans le domaine où la déformation est par constriction, donc on a dit que le cas où la déformation est par constriction, donc c'est le cas où x supérieur à y, y est égal à z. Donc ça veut dire qu'il faut remplacer y avec z dans le paramètre de Flynn. Vous obtenez donc une valeur de 0, donc sur une valeur donc sur 0, donc ça veut dire c'est 0 moins ou bien 0 plus, donc ça veut dire que c'est l'infini, donc ça veut dire le paramètre de Flynn K tend vers l'infini. Donc ça veut dire on dit que c'est le domaine donc de la déformation par constriction. Donc voilà, donc c'est pour cela donc j'ai noté que voilà, donc une façon simple de représenter les différents cas et de construire un diagramme de Flynn où on porte ou bien on reporte x sur y en fonction de y sur z. Donc ça veut dire les longueurs des trois axes de déformation. Et le paramètre de Flynn k est égal à x sur y moins 1 sur y sur z moins 1 permet de décrire la forme de l'ellipsoïde. Donc, ça veut dire, lorsque E et K donc, varient donc, de 0 donc, jusqu'à, donc, de 0 dans le cas où X est égal à Y supérieur à Z, donc ça veut dire le cas où il y a déformation par aplatissement, à l'infini, donc ça veut dire dans le cas où Y est égal à Z, donc ça veut dire X il est supérieur à Y est égal à Z, donc dans le cas donc, de la déformation par constriction. Bien sûr, donc en passant par toutes les valeurs intermédiaires. Donc les valeurs intermédiaires dans le diagramme de Flynn, donc c'est K égale à 1. Donc lorsque K il est supérieur à 1, donc ça veut dire que on est dans le champ où il y a donc la déformation par constriction. Et lorsque K il est inférieur à 1, donc ça veut dire c'est le domaine qui est à droite en bas, donc ça veut dire c'est le domaine de la déformation par aplatissement qui domine. Donc voilà, donc c'est ça les trois cas donc des mécanismes de déformation. Donc soit donc la déformation elle est par aplatissement, ou bien la déformation il est par constriction, ou bien la déformation il est plane. Donc il y a trois cas. Et donc ces trois cas en fonction donc des paramètres de Flynn. Donc lorsque K est égal à 0, donc c'est le domaine de la déformation par aplatissement donc qui est dominant. Et lorsque K est égal à 1, donc c'est la déformation elle est plane. Et lorsque K tend vers l'infini, donc c'est le domaine de la déformation par constriction qui est dominant. Mais il faut savoir donc aussi donc les cas. Donc, quand la déformation elle est par constriction, dans quel cas? Donc en fonction des ellipsoïdes de déformation bien sûr. Et dans quel cas dans la déformation elle est plane? Donc en fonction des ellipsoïdes de déformation. Et donc c'est la même chose dans le cas de la déformation par constriction. Donc on a dit, donc je répète encore une fois, dans le cas où la déformation elle est par aplatissement, donc ça veut dire que c'est le cas où X est égal à Y supérieur à Z. Et dans le cas où X est égal à 2 fois Y et Y est égal à 2 fois Z, donc la déformation elle est plane. Et dans le cas où X donc, est égal à Y, X supérieur plutôt à Y, Y est égal à Z, donc il y a le domaine de la déformation par constriction. Ensuite, maintenant, donc, on va aborder donc une partie concernant la relation
contrainte déformation. Donc, on va regarder quand on applique une contrainte donc, sur des objets géologiques, donc ils vont bien sûr se déformer et donc on va étudier donc la relation entre la contrainte et la déformation. Alors, donc dans cette partie, donc le comportement des roches est essentiellement étudié grâce à la mécanique des roches, ça veut dire c'est la rhéologie des roches, mais à partir des résultats donc de la tectonique expérimentale. Donc ça veut dire donc les chercheurs ils ont réalisé donc des expériences au laboratoire, donc des expériences donc au laboratoire, bien sûr avec des conditions de pression et de température similaires aux conditions de pression et de température naturelles. Donc ça veut dire qu'on trouve dans les roches naturelles. Et après, ils ont trouvé donc des résultats et les résultats, bien sûr, donc on va discuter donc ensemble. Alors, le principe de l'expérience, donc des échantillons de roches sont placés à l'intérieur d'une enceinte. Donc l'enceinte, donc c'est l'outil que vous voyez donc sur le schéma. On lui soumet à des contraintes tectoniques d'intensité variable, tout en faisant varier les paramètres de pression et température de façon à reproduire les conditions régnantes à l'intérieur donc de l'écorce terrestre. Donc ça veut dire que donc on prend un échantillon, donc vous regardez, vous observez donc sur le schéma l'échantillon donc qui est coloré donc en marron. Mais c'est qui me pipe comme ça? Donc, ouais. Mais voilà, donc on commence à 23 heures. Donc je suis là, moi, depuis 22 heures, 15, je sais pas. Ouais, il y a donc une personne qui vient à 23h18. Et ça, moi, donc j'aime pas comme ça. Ah, c'est bon, علاش انا من العشرة وانا واقف هنا. Bah, ça y est, c'est bon, on commence à 23 heures, à 23 heures. Donc, excusez-moi. Après, il te laisse pas tranquille. Pip, 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 pip. Ben, il dérange tout le monde. Maintenant, donc ça, c'est pas bon. Ah, ça y est, donc, lorsqu'on commence, on commence. Bon, donc ça, c'est entre parenthèses. Alors, donc on a dit qu'on place donc l'échantillon donc à l'intérieur de l'enceinte. Alors, on a donc deux donc, contraintes. Donc, on a la contrainte sigma 1 qui est verticale. Donc, c'est la contrainte ou bien la force exercée par le piston. Et il y a un fluide transmettant la pression de confinement. Donc, ça veut dire le fluide donc, qui transmet donc la pression parce que la pression il est exercée par où il y a donc sigma 3 est égal à sigma 2, donc c'est compresseur pour régler la pression de confinement. Donc ça veut dire c'est une pression qui est exercée par une pompe. Donc ça veut dire c'est une pression extérieure. Et donc on appelle est une pression de confinement parce que c'est une pression qui est exercée donc par une contrainte extérieure. Donc c'est pour cela qu'on appelle une pression de confinement. Donc cette pression, elle est sigma 3 est égale à sigma 2. Et bien sûr, donc on va maintenant voir donc les résultats donc de cette expérience. Et donc bien sûr, donc ces expériences, ils sont appliquées donc sur plusieurs types de roches. Donc il y a calcaire, il y a marne, ainsi de suite. Et bien sûr, donc on va regarder les résultats. Donc parce que donc on va regarder donc un diagramme donc de la pression et on considère la température constante. Et un autre diagramme, donc ça veut dire qui montre l'effet de la température en considérant la pression constante. Et on va regarder aussi donc parce on a signalé donc les facteurs contrôlant donc le couple contrainte-déformation. On a dit il y a la pression, il y a la température, il y a le temps ou bien la vitesse de déformation, il y a la composition
des roches, ou bien la lithologie des roches, et il y a aussi donc la présence des fluides dans les roches. Donc, on va regarder donc tout ça. Mais avant tout, donc, on commence par étudier donc les trois comportements rhéologiques donc des roches. Voilà, donc les expériences, ils ont donné donc les résultats suivants. On commence maintenant donc par un comportement ou bien une déformation élastique. Donc voilà, donc regardez sur le diagramme, donc le diagramme qui représente donc l'effet de la contrainte en fonction ou bien la déformation en fonction donc de la contrainte. Et cette relation, elle est matérialisée par une ligne. Donc une ligne qui est voilà donc droite. Alors, donc la première observation, donc on va regarder que la ligne ou bien la droite qui exprime donc la relation contrainte-déformation, donc il passe par l'origine, donc ça veut dire le point d'origine donc de la courbe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'objet il a répondu donc tout de suite. Donc ça veut dire il n'a pas l'objet il n'a pas attendu donc un seuil. Donc on va regarder par les autres types de déformation ou bien des comportements. Donc ça veut dire depuis qu'on a appliqué la contrainte, donc ça y est, l'objet il a répondu tout de suite. Donc il n'y a pas de seuil. Donc on dit que le comportement élastique donc se caractérise par une déformation immédiate. Donc ça veut dire une déformation immédiate. Donc ça veut dire il n'y a pas de seuil. Donc ça y est, donc j'applique la contrainte, l'objet il est déformé. Et l'exemple donc c'est le ressort. Donc quand vous prenez donc un ressort, donc quand vous le tirez, donc ça veut dire un allongement, donc le ressort se tire. Donc ça veut dire le ressort, donc ça y est, donc vous tirez, donc le ressort se tire. Donc ça veut dire vous n'entendez pas, par exemple, donc vous forcez et après donc le ressort donc se tire. Donc ça veut dire lorsque vous tirez, donc ça y est, le ressort donc se tire. Donc ça veut dire que se déforme. Donc il n'y a pas de seuil. Donc ça c'est la première caractéristique donc de ce comportement élastique. Donc la déformation elle est immédiate. Il n'y a pas de seuil. Deuxième caractéristique, donc vous observez qu'il y a deux flèches, donc une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire que la déformation elle est réversible. Donc qu'est-ce que ça veut dire la déformation elle est réversible? Donc ça veut dire que la déformation donc il est dans le deux sens. Donc ça veut dire lorsque on applique des contraintes, l'objet donc il est déformé, mais quand on relâche les contraintes, l'objet revient à l'état initial. Donc c'est le cas toujours donc des ressorts. Donc quand on étire le ressort, donc s'étire, mais quand on relâche, donc ça y est, il revient à l'état initial. Donc on dit que la déformation elle est réversible. Et le contraire d'une déformation réversible, donc c'est une déformation irréversible. Une déformation irréversible, donc ça veut dire que c'est une déformation qui ne revient pas à l'état initial, même si on relâche les contraintes, donc l'objet reste déformé. Donc ça veut dire que c'est une déformation permanente. Donc c'est le cas donc des comportements plastiques et des comportements cassants. Donc qu'on va regarder par la suite. La troisième caractéristique, il y a une relation linéaire. Donc une relation linéaire, donc ça veut dire il y a proportionnel entre la contrainte et la déformation. Donc lorsqu'on augmente la contrainte, bien sûr, le taux aussi donc de la déformation augmente. Donc ça veut dire on dit que donc c'est pour cela la droite donc elle est voilà donc la courbe donc de la relation donc elle est représentée par une droite. Donc ça veut dire que
il y a une relation linéaire ou bien proportionnelle entre la contrainte et la déformation. Ou bien sûr, donc la pente donc de la courbe, donc elle est forte. Donc la pente, elle est forte. Et les matériaux élastiques accumulent une déformation qu'ils restituent quand la contrainte est relâchée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, c'est la quatrième caractéristique. Donc, ça explique que les matériaux élastiques accumulent une déformation. Donc, ça veut dire lorsque on applique des contraintes donc, sur des objets donc, qui ont un comportement élastique. Donc, ces objets, donc, ils ont donc déformé, mais quand on restitue, donc ça veut dire qu'on relâche les contraintes, donc l'objet donc revient à l'état initial. Donc, ça veut dire l'objet, il ne reste pas déformé. Donc, voilà, donc c'est ça la signification des matériaux élastiques accumulent une déformation qu'ils restituent quand la contrainte est relâchée. Donc, ça veut dire lorsqu'on déforme donc, l'objet, qui a un comportement élastique, l'objet donc, se déforme, mais quand on relâche la contrainte, donc l'objet revient à l'état initial. Et donc, toujours l'exemple donc, des ressorts. Donc, l'exemple de ressorts. Donc, voilà, donc c'est ça. Les caractéristiques donc, d'une déformation élastique ou bien d'un comportement élastique. Donc, on passe maintenant au deuxième cas. Donc, voilà, donc toujours, donc ce sont les résultats donc des expériences donc au laboratoire. Alors, donc le deuxième cas, donc c'est la déformation plastique. Donc, on a dit que le comportement plastique, la première caractéristique, la déformation non réversible donc de la roche. Donc, ça veut dire que c'est le contraire de la déformation élastique. Donc, ça veut dire non réversible. Donc, ça veut dire que la déformation, elle est irréversible. Donc, ça veut dire que la déformation, elle est permanente. Donc, même si on relâche les contraintes, donc l'objet reste déformé. Donc, ça veut dire que c'est le cas, par exemple, des plis, ou bien de la schistosité, ou bien de la foliation, ou bien de l'annihilation que vous observez donc sur les objets géologiques, donc sur le terrain. Donc, ça veut dire que c'est une déformation permanente. Donc, elle reste empruntée ou bien gravée donc, sur les objets géologiques. La deuxième caractéristique, il n'y a pas de relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Donc, ce n'est pas comme, regardez donc la courbe donc, de la déformation plastique. Donc, si c'est une courbe, donc ce n'est pas une ligne linéaire, donc ça veut dire que la pente, il est faible. Donc, par contre, la pente de la déformation élastique, il est forte, parce qu'il y a une relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Dans le cas de la déformation plastique, il n'y a pas une relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Et il y a une autre caractéristique, regardez, donc il y a un point où marqué seuil de plasticité. Donc ça veut dire que la déformation plastique commence au-delà donc d'un point qui s'appelle le seuil de plasticité. Donc ce point-là, donc on peut l'appeler soit le seuil de plasticité, donc ça veut dire c'est le point où il a commencé la déformation plastique, ou bien on peut l'appeler aussi donc la limite d'élasticité. La limite d'élasticité, donc ça veut dire c'est le point où il a s'arrêté la déformation élastique et il a commencé donc la déformation plastique. Donc voilà, donc on peut l'appeler donc de deux manières, donc soit seuil de plasticité ou bien limite d'élasticité. Donc, ça veut dire que la déformation plastique commence à partir d'un seuil de plasticité ou bien d'une limite d'élasticité. Et on a dit que c'est une déformation irréversible, donc ça veut dire permanente, et il n'y a pas une relation linéaire entre la contrainte et la déformation,
Et bien sûr, tant qu'il y a une déformation irréversible, donc permanente, donc ça veut dire que les matériaux plastiques ne restituent pas la déformation après relaxation des contraintes. Donc c'est le contraire de la déformation élastique. La déformation élastique, on a dit que les matériaux élastiques donc accumulent donc, de la déformation qu'ils restituent après le relâchement donc des contraintes. Mais tant qu'on a dit que la déformation plastique il est irréversible, donc ça veut dire il est dans un seul sens, donc ça veut dire permanente, reste gravé donc sur les objets géologiques, donc ça veut dire que les matériaux plastiques ne restituent pas la déformation après relaxation des contraintes. Même si on relâche les contraintes, donc l'objet reste déformé. Donc ça veut dire que l'objet ne revient pas à l'état initial qui est non déformé. Donc, voilà, donc c'est ça les caractéristiques donc, de la déformation plastique. Donc ça veut dire donc on a passé par la déformation élastique et jusqu'à une limite d'élasticité ou bien un seuil de plasticité. Donc il a commencé la déformation plastique et après la déformation plastique, bien sûr, donc il y a l'intervention donc de la déformation cassante. Donc c'est le troisième cas. Donc, ça veut dire, le troisième cas, donc, c'est la déformation cassante qui est représentée par l'étoile. Donc, l'étoile, donc, c'est la déformation cassante. Et donc, comme ça, donc, on voit que les trois types de déformation. Un, donc, c'est la déformation élastique. Deux, c'est la déformation plastique. Et trois, qui est l'étoile, donc, c'est la déformation cassante. Maintenant, donc, on va regarder donc, les caractéristiques donc, de la déformation cassante. Donc, la déformation cassante, donc une roche cassante, donc ça veut dire une roche qui est affectée par la déformation cassante, se déforme de manière élastique, voire même un peu plastiquement avant la rupture. Donc, ça veut dire, donc, il n'y a pas la déformation cassante tout de suite. Donc, ça veut dire la roche se déforme d'une manière plastique. Donc, ça veut dire c'est le cas 1. Donc, c'est le cas de la déformation élastique. Et même un peu, parce que le domaine de la déformation plastique, il est rétréci. Donc, un peu d'une manière plastique. Et bien sûr, ensuite, donc, la roche se déforme d'une manière cassante. C'est une déformation permanente. Donc, c'est comme la déformation plastique. C'est une déformation permanente. Donc, ça veut dire qu'il est irréversible. C'est le contraire de la déformation élastique qui est réversible. Toute l'énergie est utilisée pour déformer le matériau. Donc, bien sûr, donc, toute l'énergie, donc, il est fournie donc, pour déformer donc, le matériau. Les matériaux donc se cassent, donc ça veut dire se matérialisent par des cassures et des ruptures plus déplacements. Et bien sûr, est une déformation discontinue, bien sûr, est une déformation discontinue ou bien cassante ou bien fragile, froide donc parce que se déroule dans le niveau structural supérieur où les conditions de pression et de température sont faibles, et rapide parce qu'une déformation cassante nécessite un peu de temps. Donc, par contre, la déformation plastique nécessite assez de temps. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que lorsque le temps il est court, donc l'objet se déforme d'une manière cassante. Et lorsque le temps il est long, donc l'objet se déforme d'une manière plastique. Ou bien, on peut résoudre aussi en fonction donc, de la vitesse de déformation. Donc, ça veut dire qu'il faut une vitesse de déformation très élevée pour déformer donc l'objet d'une manière cassante. Et on a dit que lorsque la vitesse de déformation est faible, donc l'objet se déforme d'une manière plastique. Et donc, je répète encore une fois, on a dit que le temps, il est inversement proportionnel avec la vitesse de déformation. Donc, c'est le même facteur. Maintenant,
on va aborder donc les paramètres qui contrôlent ou bien qui influencent donc la déformation des roches. Donc on a déjà parlé donc sur ces paramètres. On a dit qu'il y a la pression, il y a la température, il y a donc le temps ou bien la vitesse de déformation, il y a la composition chimique des roches ou bien ce qu'on appelle la lithologie des roches, et il y a aussi donc la présence des fluides. Donc on va étudier l'effet donc de tous ces paramètres. Alors on commence par la pression. Donc regardez par exemple le diagramme qui montre donc l'effet de la pression. Donc on appelle ça sigma 1 moins sigma 3, donc une pression différentielle. Donc ça veut dire la différence de pression sigma 1 moins sigma 3. Et dans l'expérience, la température, elle est constante. Donc, c'est une température ambiante, donc de 25 degrés Celsius. Et bien sûr, donc, le point avec la flèche, donc, représente la déformation cassante. Donc, il est marqué rupture. Et bien sûr, donc, il y a, donc, la pression en mégapascal et il y a, donc, le taux, donc, de la déformation. Donc, ça veut dire le pourcentage de la déformation. Et donc, on va regarder donc chaque courbe, donc il est réalisé à une certaine valeur de pression, donc de sigma 3. Donc il y a la première courbe, donc où sigma 3 est égal à 0,1 mégapascal, donc ça veut dire que c'est une pression qui est faible. Sigma 3, la pression est égale à 10 mégapascal, donc au fur et à mesure, donc la pression augmente. Sigma 3 est égal à 35 mégapascal. Et il y a donc la dernière courbe, donc correspond à sigma 3 est égal à 100 mégapascal. Alors, donc qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe que l'augmentation, donc la première remarque, que l'augmentation donc de la pression, donc regardez par exemple les courbes donc de la déformation élastique. Donc en passant de la courbe 1 à la courbe 2 à la courbe 3 jusqu'à la courbe 4, donc au fur et à mesure que la pression, donc ça veut dire sigma 3 augmente, donc là le domaine de la déformation élastique et le seuil d'élasticité aussi augmente. Donc, si on compare, par exemple, le seuil d'élasticité donc de la courbe 1, donc il est inférieur au seuil d'élasticité. Donc, on a dit que c'est la limite d'élasticité ou bien le seuil de plasticité. La deuxième remarque, on dit que lorsque la pression il est faible, donc de 0,1 mégapascal, la déformation cassante, il est immédiate. Donc, ça veut dire le domaine de la déformation plastique, il est faible, donc il est petit. Et donc, tout de suite, il y a donc la déformation cassante. Mais lorsque la pression, donc ça veut dire sigma 3 augmente, donc il est devenu donc 10 mégapascal, donc on voit que le domaine de la déformation plastique devient grand. Et ensuite, il y a la déformation cassante. Mais la déformation cassante, il est retardée. Donc si on compare donc, la première courbe avec la deuxième courbe, donc là, sur la première courbe où la pression sigma 3 est égale à 0,1 mégapascal, donc ça veut dire une pression qui est faible, donc la déformation cassante, il est immédiate. Donc, ça veut dire que le domaine de la déformation plastique, il est petit. Mais lorsque la pression sigma 3 devient 10 mégapascal, donc on voit que le domaine de la déformation plastique devient grand et bien sûr, donc il a retardé la déformation cassante. Donc, ça veut dire que la déformation cassante, il est retardée. Et lorsque on arrive à une pression de 35 mégapascal, donc on voit bien sûr il y a donc le seuil de plasticité ou bien la limite d'élasticité augmente. Le domaine de la déformation plastique aussi
augmente, mais il n'y a pas donc, de déformation cassante. Et bien sûr, donc c'est la même chose donc, pour sigma 3 est égal à 100 mégapascal. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on déduit que donc, à la surface, donc, la température ambiante, donc c'est la température de la surface. Donc, elle est constante donc, de cette expérience. À la surface où les conditions de pression et de température ils sont faibles, donc ça veut dire que il y a donc lieu à la déformation cassante. Donc on dit que l'objet géologique il a un comportement cassant. Par contre, dans le cas où la pression de confinement donc, devient plus importante, donc on dit que il y a lieu à la déformation plastique. Et donc, bien sûr, donc, quand on dit la déformation plastique, donc ça veut dire que le comportement de la roche, il est plastique. Alors, donc c'est ça. Donc, ça veut dire en surface, donc, la pression et la température ils sont faibles. Donc, il y a la déformation cassante. Et bien sûr, donc, ce sont les conditions du niveau structural supérieur. Et en profondeur, la pression et la température, là, donc, on parle donc que sur la pression parce que la température elle est constante. Donc, en profondeur, la pression devient élevée. Donc, il y a la déformation ductile. Donc, ça veut dire que le comportement il est plastique. Et bien sûr, voilà, donc c'est pour ça. Donc, c'est ça l'effet de la pression. Donc, on peut retenir que l'effet de la pression, comme ça, donc en deux phrases. À des pressions faibles, donc il y a lieu à la déformation cassante. Donc le comportement, il est cassant ou bien fragile. Donc en profondeur, où la pression il est élevée, donc il y a lieu à une déformation ductile. Donc on dit que le comportement, il est plastique. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc l'effet de la pression. Maintenant, l'effet de la température. Donc, si c'est le même effet, donc la seule remarque, donc regardez qu'il y a donc trois courbes, donc une courbe de 300 degrés, donc cette fois-ci, donc c'est la pression qui est constante, donc il est égal à 40 mégapascal. Donc, il y a trois courbes, une courbe de 300 degrés Celsius, une courbe de 500 et une courbe de 600. Donc, la première remarque, donc on remarque, donc tout à l'heure, on a observé que l'augmentation de la pression, donc, conduit à l'augmentation, donc, de limite d'élasticité ou bien du seuil de plasticité ou bien limite d'élasticité. Mais là, donc, pour la température, l'augmentation de la température conduit donc à la diminution. Donc, ce n'est pas à l'augmentation. Donc, on observe que l'augmentation de la température donc, conduit à la diminution donc, de la limite d'élasticité ou bien du seuil de plasticité. Donc, c'est le contraire. Donc, regardez donc le seuil ou bien la limite d'élasticité de la courbe 300 et le seuil ou bien la limite donc, de 500 et de 600. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, donc à 300 degrés Celsius, donc ça veut dire, donc c'est dans la partie superficielle, donc ça veut dire on est proche de la surface. Donc, le domaine de la déformation plastique, donc il est petit, donc ça veut dire qu'il y a la déformation cassante. Donc, ça veut dire que la déformation cassante, il n'est pas retardée. Mais quand on augmente la température en passant d'une température de 300 degrés Celsius à une température de 500 degrés Celsius, donc on voit que le domaine de la déformation plastique devient plus large et bien sûr, donc la déformation cassante, il est retardée. Regardez, donc il y a une large ou bien un large domaine donc, de la déformation plastique et ensuite il y a la déformation
cassante. Et bien sûr, quand on dépasse une température donc, de 600 degrés Celsius, donc on voit que le domaine de la déformation plastique, il devient très important, mais donc il n'y a plus donc de la déformation cassante. Donc ça veut dire qu'on est en profondeur. Et bien sûr, donc on déduit aussi donc la conclusion suivante, à des températures faibles, donc ça veut dire les températures de niveau structural supérieur, donc les roches ont un comportement cassant, donc ça veut dire elles sont déformées par une déformation cassante. Et pour des températures croissantes, donc ça veut dire élevées, la déformation sont plus faciles et plus ductiles. Donc on dit que les roches, ils ont un comportement plastique. Et voilà donc comme caractéristique, donc j'ai noté que si la température augmente, le seuil de fluidage plastique, donc ça veut dire le seuil de plasticité, donc diminue, ou bien la limite d'élasticité diminue. Donc c'est le contraire pour la pression, parce que lorsque la pression augmente, le seuil de plasticité aussi donc augmente. Il y a amollissement de la roche et déformation avant rupture, donc ça veut dire que lorsque la température augmente, donc, il y a amollissement. Qu'est-ce que ça veut dire amollissement de la roche? Donc, ça veut dire que la roche devient très molle. Donc, ça veut dire très molle, donc ça veut dire que tout l'air roi. Donc, c'est pour cela, au fur et à mesure que la température augmente, donc le domaine de la déformation plastique donc, devient très important, ou bien plus large. Donc, on dit qu'il y a amollissement donc, de la roche. Et voilà, donc comme conclusion, la pression hydrostatique, on a dit on avait que la pression hydrostatique retarde la rupture, donc ça veut dire la déformation cassante. Et donc c'est la même chose donc pour la température. On dit qu'il y a un effet conjugué donc de la pression et de la température. Et cet effet donc étend le domaine ductile de la roche. Donc ça veut dire que le domaine de la déformation plastique devient plus large. Et donc, comme conclusion donc, générale, donc c'est comme la pression à des températures faibles, donc il y a, ou bien les objets se déforment d'une manière cassante, donc ça veut dire qu'ils ont un comportement cassant, et lorsque la température devient très importante, donc les objets se déforment d'une manière ductile, donc on dit qu'ils ont un comportement plastique. Ensuite, donc, la présence de fluides. Donc, on a dit que les fluides, donc, ce sont principalement H2O et CO2. Donc, il n'y a pas que H2O et CO2 donc, parmi les fluides, mais on considère que le fluide il est constitué par ces deux éléments. Donc, ça veut dire que de H2O et de CO2. Mais il y a donc le chlore, fluor, H2, donc tout ça, donc ce sont des fluides, mais donc on considère que le fluide est constitué par ces deux composants, donc ça veut dire H2O et CO2. Et bien sûr, donc les fluides occupent les pores qui existent entre les minéraux donc, dans une roche, et bien sûr, les fluides exercent donc des pressions. Donc, on va donc, regarder maintenant donc, l'effet de ces fluides. Donc, on peut diviser donc, l'effet de fluide donc, en fonction des conditions de pression et de température. Donc, voilà, donc, vous avez donc deux courbes. Donc, la courbe qui est à droite, donc l'expérience est réalisée par une température de 550 degrés Celsius et pour une contrainte sigma 3 qui est égale à 110 mégapascales. Donc, ça veut dire que ce sont des conditions de faible pression et de faible température. Donc, ça veut dire que ce sont des conditions de la surface ou bien de la partie superficielle. Donc, ça veut dire des niveaux structurels supérieurs. Et la courbe donc, qui est à gauche, donc l'expérience, elle est réalisée à des conditions de 300 degrés Celsius et 500 mégapascales. Donc, ça veut dire la pression et la température, ils sont
élevées. Donc, ça veut dire que ce sont des conditions, donc, des niveaux structurels moyens et inférieurs. Donc, ça veut dire c'est la première expérience, elle est réalisée à des conditions de faibles conditions de pression et de température, et la courbe de gauche, elle est réalisée donc à des conditions de pression et de température élevées. Alors maintenant, donc, on va regarder donc l'effet donc de la présence des fluides donc dans les roches. Alors, donc il y a trois courbes. Donc il y a la première courbe, donc je parle donc sur la courbe qui est à droite. Alors, donc il y a la première courbe où il y a donc 93 mégapascales. Donc ça veut dire 93 mégapascales. Donc ça veut dire c'est la pression qui est exercée par les fluides. Donc ça veut dire les fluides qui existent à l'intérieur des roches donc exercent donc une pression. Et donc cette pression qui est matérialisée par les valeurs qui sont sur la courbe de droite. Donc, il y a une courbe de 93 mégapascales, une courbe de 98 mégapascales et une courbe de 75 mégapascales. Il y a donc 60 mégapascales. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que lorsque la pression exercée par les fluides, donc il est élevée, donc il y a donc, la déformation cassante, donc, qui est représentée par le poids, donc, il est immédiate. Donc, ça veut dire, il y a un petit domaine de la déformation plastique et ensuite, il y a la déformation cassante. Mais au fur et à mesure que la pression exercée par les fluides, donc, diminue, donc, regardez, donc, à 78, le passage de la courbe de 73 à la courbe de 78 mégapascales, donc, on voit que le domaine de la déformation plastique, donc il est large. Et ensuite, il y a la déformation cassante, ou bien la rupture. Donc, c'est la même chose pour 75. Donc, de plus en plus, lorsque la pression exercée par les fluides diminue, donc le domaine de la déformation plastique donc, augmente et bien sûr retarde la déformation cassante. Mais lorsque on arrive à une pression de 60 mégapascales, toujours c'est une pression qui est exercée par les fluides, donc il n'y a plus donc, de la déformation cassante. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire donc, à partir de cette expérience? Donc, on déduit que à température et pression de confinement basse, donc ça veut dire faible, donc ce sont les conditions du niveau structurel supérieur, l'augmentation de la pression d'eau, ça veut dire l'augmentation de la pression exercée par l'eau, donc le fluide dans cette expérience, donc c'est de l'eau, donc ça veut dire l'augmentation de la pression exercée par l'eau favorise la rupture, donc ça veut dire la déformation cassante. Donc ça c'est pour la courbe qui est à droite. Alors, la courbe qui est à gauche, on a dit que c'est en profondeur. Donc, ça veut dire que la température et la pression de confinement, ils sont élevés. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas raisonner en fonction de la pression exercée par des fluides. Maintenant, on va raisonner en fonction de la teneur, donc de la quantité de fluide qui existe à l'intérieur donc, de la roche. Et donc, au fur et à mesure que la quantité, donc il y a trois courbes, donc il y a une courbe où il y a donc 2,9% d'eau, donc ça veut dire un volume de 2,9 d'eau donc dans la roche. La deuxième courbe où il y a donc 0,5 d'eau et il y a donc une courbe à sec, donc ça veut dire une courbe où il n'y a pas donc de l'eau. Donc ça veut dire il n'y a pas de fluide donc dans la roche. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que lorsque la teneur ou bien la quantité d'eau elle est très importante donc dans la roche, donc il y a lieu à la déformation plastique. Et au fur et à mesure que la quantité donc diminue, donc la déformation plastique aussi, le domaine de la déformation plastique, donc il est
restreint, donc ça veut dire devient petit, et donc la déformation plastique, donc il est retardé. Donc quand la déformation à sec, donc ça veut dire qu'il n'y a pas donc d'eau donc à l'intérieur donc de la roche, donc il n'y a pas donc de la déformation plastique. Donc comment on explique ça? On explique que c'est normal donc lorsque la roche, il y a un volume qui est très important donc de la roche qui est occupé par un fluide, par exemple par H2O, et en profondeur, donc la température et la pression ils sont élevés. Bien sûr, donc l'eau qui existe à l'intérieur donc de la roche, donc ça va chauffer, et bien sûr quand il est chauffé, donc il va conduire à l'amollissement donc de la roche. Donc ça veut dire que la roche devient molle. Donc et bien sûr, donc lorsqu'il devient molle, donc se déforme d'une manière plastique et facilement. Donc voilà, donc c'est ça. Donc ça veut dire que euh, en profondeur où la température et la pression ils sont élevés, donc la teneur en fluide rend la roche plus ductile. Donc ça veut dire que la roche déforme d'une manière ductile ou bien plastique. Donc alors, l'effet des fluides est différent selon la profondeur. Donc, selon est-ce que la profondeur elle est faible ou bien élevée. La pression de fluide favorise la fracturation, donc ça veut dire la déformation cassante à faible profondeur, donc ça veut dire en surface, dans le niveau structural supérieur, alors qu'à plus grande profondeur, donc ça veut dire dans le niveau structural inférieur ou bien moyen, donc la présence de fluide favorise un comportement ductile, donc ça veut dire que les roches se déforment donc d'une manière plastique. Et le dernier facteur, ou il y a paramètre qui contrôle la déformation des roches aussi, donc on a vu avant, donc c'est l'influence de la lithologie. Alors pour les pressions et des températures données, le comportement des roches varie en fonction de leur lithologie. Lithologie, donc, lorsqu'on dit est-ce que la roche est compétente ou bien incompétente, c'est la notion de compétence d'une roche, c'est-à-dire son aptitude à résister à la déformation. Parce que les roches qui sont compétentes, donc, se déforment d'une manière ou bien se déforment difficilement. Mais par contre, les roches qui sont incompétentes, donc, se déforment donc facilement. Donc, les roches compétentes, on a dit que l'exemple granit, la plupart des roches magmatiques, donc ce sont soit volcaniques ou bien plutoniques, ce sont des roches compétentes. Il y a les grès et il y a les calcaires. Et les roches incompétentes, donc comme l'argile, donc marne, pyrite, donc ce sont des roches qui se déforment donc facilement. Alors, donc voilà, donc résister à la déformation, on distingue pour des conditions de pression et de température relativement faibles. Donc des roches compétentes, ils se déforment donc difficilement en donnant plutôt des structures cassantes. Donc ça veut dire d'une manière, ou bien les roches qui sont compétentes donc sont affectées par, ou bien s'affectent par la déformation cassante. Donc voilà l'exemple, on a des granites gris calcaires et des roches qui sont incompétentes, donc ils se déforment facilement et d'une manière ductile ou bien plastique. Donc l'exemple, donc l'argile, marne, pyrite. Et donc on n'oublie pas aussi donc le facteur temps. Donc un temps court favorise la déformation cassante et un temps long donc, favorise la déformation plastique. Et bien sûr, donc on a dit que le temps il est inversement proportionnel avec la vitesse. Donc, ça veut dire que une vitesse élevée donc favorise donc la déformation cassante et une vitesse de déformation lente donc favorise la déformation plastique. Donc voilà donc comme ça donc on a donc terminé donc le deuxième chapitre. Donc je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, donc je vous écoute. Est-ce que vous êtes encore là déjà? Donc, ما تقطعش داك الشيء. Oui, Donc, مزيان, très bien.
Donc voilà, donc je vous remercie. Donc comme ça, donc on a terminé donc le deuxième chapitre. Donc demain, Inch'Allah, on va